Bonjour, je vais corriger la partie D du DNS2. Alors voici le sujet. On étudie les modes propres d'un système qui est constitué de deux masses et de deux ressorts. Alors, le fait qu'il y ait deux masses, on va se rendre compte qu'il va apparaître deux fréquences propres du système. Lorsqu'avec une masse, il y a une fréquence propre. Lorsqu'il y a deux masses, il y a deux fréquences propres. Et évidemment, je vous laisse deviner la suite. Lorsque je mets trois masses, il y en aurait trois, etc. etc. Donc on va établir les équations du mouvement. Le référentiel, donc je commence tout de suite, un référentiel terrestre supposé galiléen. Le bilan des forces, enfin le système. Alors ça, on va commencer par le système que je vais appeler le système 1. Alors, pour ça je vais utiliser de la couleur. Allez, système 1, je vais le mettre en bleu. Le système 1 c'est là, c'est cette masse là. La masse elle est ponctuelle, donc et elle repose sur le support et il n'y a pas de frottement entre le support et la masse. Donc la réaction du support elle est perpendiculaire au support. Donc c'est la masse M1. Je vais quand même regarder, est-ce que... Alors on voit les anomalies de... Voilà, donc c'est la même masse et le ressort... Enfin, ressort et les ressorts ont la même longueur à vide et la même raideur. Donc ça c'est important. Enfin, c'est important, c'est juste au niveau de notation. Masse M1, ici. Le bilan des forces. Vous avez le poids vers le bas. Vous avez la réaction du support. Bon, je la représente comme ça. Et vous avez deux forces de rappel du ressort. Alors je les mets comme ça. Celle-là, je l'appelle F1. Et celle-là, je l'appelle F2. Donc, c'est parti. Donc, en bilan des forces, donc le poids, P1. Voilà. R1. Donc, je vois que ces deux forces ne vont pas me poser de problème. Parce que R1 et P1 sont perpendiculaires au support. R1 est perpendiculaire au support parce qu'il n'y a pas de frottement. Ça, c'est... J'insiste un peu là-dessus parce qu'à un moment donné, ce ne sera plus le cas. F1, c'est moins K. Donc la raideur de ce ressort-là, c'est K. L1, moins L01, mais en fait, ils ont la même longueur à vide. Et U extérieur, 1. Alors U extérieur 1, c'est un vecteur unitaire pour ce ressort qui serait comme ceci. Pourquoi? Parce que quand j'étudie ce ressort, le ressort qui est à gauche, et que je suis à cette extrémité de ce ressort, donc je suis là, et bien l'extérieur de ce ressort, c'est vers la droite. Donc c'est comme ceci. Et le U extérieur 2, faisons-le tout de suite, de ce ressort-là, donc je suis à cette extrémité-là de ce ressort-là. Donc l'extérieur du ressort, cette fois-ci, il est vers la gauche. Donc le U extérieur pour ce ressort, il est comme ceci. Voilà. Ensuite, F2. Oula, je n'ai pas fini. U extérieur 1. Donc je finis pour le ressort 1. La longueur du ressort 1, c'est simplement X1. Pour ça, je regarde mon schéma et c'est tout. Il n'y a rien de spécial à faire. Et le vecteur U extérieur, je le note comme ceci. Je rappelle que ces notations sont empruntées aux sciences industrielles. Et c'est à ne pas confondre avec X, qui serait une coordonnée.
Le fait d'avoir x et de mettre un vecteur dessus, ça veut dire qu'on a un vecteur unitaire. Et je rappelle qu'en physique, habituellement, on note comme ceci les vecteurs unitaires, u de x, e de x. Là, j'emprunte les notations aux sciences industrielles parce qu'elles sont concises et que surtout que vous les connaissez, parce que vous les employez régulièrement. Je prends l'autre ressort, le ressort de droite, sa raideur c'est k. Donc voilà, j'écris k. Sa longueur à vide c'est L0 et sa longueur c'est L2. Extérieur 2. Moins k. La longueur de ressort 2. Donc, on regarde le schéma. C'est la longueur de ce ressort là. C'est x2 moins x1. Donc je l'écris x2 moins x1 moins L0. Et cette fois-ci, u extérieur, on regarde, c'est suivant moins x. L'axe des x, il est vers la droite. U extérieur est vers la gauche. Donc c'est moins x. Voilà. J'écris maintenant le PFD. Pour le système 1, donc c'est M1, mais M1, c'est petit m, puisque les deux masses sont les mêmes. En revanche, là c'est x1 seconde, c'est égal, là le projeté du poids c'est 0, le projeté de R c'est 0, il me reste donc moins k x1 moins L0, moins k x2 moins x1 moins L0, et ici, lorsque je projette moins x, ça fait moins 1. Ce qui fait que le signe moins là et le signe moins là vont me donner un plus. Donc je réarrange un petit peu l'équation. Plus. Alors ce que je fais entre cette ligne et cette ligne, je commence par la diviser, multiplier par 1 sur m. Donc ça revient à la diviser par m. Je distribue le k dans les parenthèses. Tout ce qui est x1, je le mets à gauche. Je le passe de l'autre côté de l'égalité et donc le signe va changer. Et donc sauf erreur, on arrive à ceci. Le terme en x1 apparaît deux fois. Et ici, j'ai kx2 sur m. Et les termes en L0, ils se simplifient. Donc ça, je vous laisse détailler le calcul. On le voit parce que le moins là et le moins là, ça va donner un plus. Le moins qui est là, ça va redonner un terme en moins L0. Et le terme qui est là, quand je distribue le moins, ça va donner un plus L0 et donc ça simplifie. Faites le détail du calcul pour vraiment vous en rendre compte. Et je passe au système 2. Voilà. Donc le système 2, allez, je l'écris en rouge. Donc le référentiel c'est le même. Le système système 2, donc c'est la masse. Allez, je le note comme ça, masse M2, le bilan des forces. Alors là, je me manque un peu de place. Donc c'est le poids P2, la réaction du support R2. Et ici, il n'y a qu'une force de rappel. Je la note F3. Donc au niveau des notations, je ne m'embête pas trop. Je représente les forces. Donc le poids P2, il est comme ceci. La réaction du support, elle est comme ceci. Là, je vois également perpendiculaire au support, parce qu'il n'y a pas de frottement. Et la force de rappel du ressort, F3, elle n'est jamais comme ça. Alors, non. Alors, lorsqu'on aura écrit F3, en fait, on va se rendre compte que c'est l'opposé de F2. C'est normal, puisque le ressort n'a pas de masse. Donc, la somme des forces qui s'exercent sur lui, ça doit faire 0, si j'applique le PFD. Bon, c'est un détail, c'est ce que je viens de dire. Donc, c'est moins K. La longueur du deuxième ressort, c'est x2 moins x1, moins 0. Et U extérieur,
Bon, je l'écris tout de suite, hein, vous voyez, là j'accélère un petit peu. Le U extérieur 3 pour cette extrémité-là, il est comme ceci. Effectivement, quand je considère ce ressort à cette extrémité-là, puisque mon système il est là, et bien, quand je suis de ce côté-là, bah, l'extérieur du ressort, c'est la droite, donc c'est comme ça. Donc c'est, je mets directement X vecteur. J'applique le PFD et je projette. Donc c'est le PFD 2. M A2. Je me rends compte que oui, je l'ai projeté directement. Ouais, moi, je vais faire pareil. Là, je vais faire pareil. Donc normalement, le PFD, quand on l'écrit d'abord de manière vectorielle. Mais en fait, là, je l'ai projeté directement. Alors en début d'année, c'est pas très grave parce que on ne fait que des systèmes qui se déplacent suivant une direction. Donc de toute façon, là, on n'en fait pas grand chose de l'égalité vectorielle. Donc on peut après tout l'écrire directement. Donc le poids et la réaction, lorsque je les projette, ça fait 0, parce que ce sont des forces qui sont perpendiculaires à l'axe de projection. Et il me reste kx2 moins x1 moins 0 fois 1. Je réarrange l'équation et puis on encadre. Donc ça fait x2 secondes plus k sur m x2. Donc je le mets sous cette forme parce que vous reconnaissez un terme habituel lorsqu'on n'a qu'une seule masse et un ou deux ressorts. Et enfin, ce qui reste à droite, c'est k sur m x1 plus L0. Et normalement, ça finit la mise en équation. Voilà. J'encadre le résultat. Je vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Moins kx2. Normalement, c'est bon. Voilà, j'ai mis en équation le système. Donc on passe à la suite. Dans ces équations-là, dans les équations qu'on vient d'obtenir, ce qui m'embête en fait, c'est le L0 là. Donc ce terme-là est quand même embêtant parce que lorsqu'on étudie des systèmes qui oscillent, en fait on aime bien quand on écrit que ça oscille autour de la position autour de 0. Donc c'est l'objet de la deuxième question. On va définir deux nouvelles variables qui en fait sont l'écart à la position d'équilibre. Voilà, je reprends. Alors, allez, je vais diviser en deux. Attendez, je lis bien la question. Ah oui, non, justifier le choix de ce changement de variable. Ben, en fait, je viens de le faire. Si vous regardez le système, lorsqu'il est au repos, donc ça fait longtemps que personne n'y a touché, donc comme il y a toujours un peu de frottement, en fait, ça s'arrête. Eh bien, comme le poids n'agit pas, hein, puisque c'est horizontal, hein, quand vous posez quelque chose sur une table horizontale, normalement, il ne bouge pas. Et donc, la longueur de ce ressort, c'est la longueur à vide, et la longueur du deuxième ressort, c'est la longueur à vide. Ça veut dire que x1 vaut L0 et x2 vaut 2L0. Donc, ça justifie cette notation. Donc, ce qu'on peut écrire, c'est que x1, x2, je ne vais pas l'écrire comme ça, respectivement x2 et l'écart du système 1 par rapport à sa position d'équilibre. Du système 1 par rapport à sa position d'équilibre. Respectivement 2 par rapport
à sa position d'équilibre. À sa position d'équilibre. Voilà. Donc je vais... là on fait les calculs. Dans la question suivante. Alors si x1 vaut ceci, donc x1 on avait dit en bleu, ce que je vais faire c'est que je vais dériver par rapport au temps. Donc là ça va être assez facile, parce que la constante fait 0. Donc tout de suite on a la vitesse et l'accélération qui sont les mêmes. Donc ça c'est rien d'extraordinaire. Je fais la même chose pour x2. Voilà, petit x2 égale grand x2. Et j'écris les dérivés. Je réinjecte dans les équations qui sont au début, là que j'ai obtenues. Alors je vais commencer par le système 1. Ça fait x1 secondes plus 2k sur m. 2k sur m. Alors x1, voilà. Petit x1, je le remplace, donc c'est x1 plus L0 égale k sur m x2 plus 2L0. Et là, bon, c'est vrai que je pourrais détailler. Hein, ce terme-là, hop, je le distribue dans la parenthèse. Ce terme-là, je le distribue dans la parenthèse. Allez, je vais le faire. Je vais le faire. Donc c'est 2k sur m grand x1. Petite remarque, ce que je constate, donc ça, c'est vraiment un petit truc facile à corriger, c'est que les 1 et les 2, quand je regarde vos copies, ont tendance à se ressembler. C'est assez curieux. C'est vrai que le 1 et le 2, finalement, à quelques transformations près, ils se ressemblent beaucoup. Donc essayez de, quand vous faites ces calculs, de bien écrire les indices, hein, de bien vous arranger pour que le 1 et le 2 ils soient toujours bien différents, parce que vous pouvez vous tromper simplement par erreur de recopie. Hein, le 2 se transforme petit à petit en 1, et voilà, erreur de calcul, quoi. Donc voilà, vous faites attention à ça. C'est pas grand chose, hein, il suffit d'aller un petit peu moins vite, et normalement ça... On fait pas ce genre d'erreur. Et là, évidemment, voilà, c'est ce que je vous disais, on simplifie et on a le résultat pour la première équation. Donc en fait, c'est la même équation, sauf que x1, c'est cette fois-ci l'écart à la position d'équilibre. Et ce qui est... Quand on fait ça, en fait, ça fait systématiquement disparaître les termes constants. Bon, vous me direz que là, il n'y en avait pas dans l'équation au départ. Mais si on avait eu, si vous choisissez correctement x1 équilibre ou x2 équilibre, tous les termes constants disparaissent. Voilà. Donc pendant l'année, il arrivera parfois que, en fait, comme je sais que ça marche tout le temps ce truc-là, eh bien, des fois les termes constants, je les enlève en fait, tout simplement. Voilà. Bon, quand on a vraiment l'habitude de ce genre de calcul, on fait ce genre de choses. Donc je prends l'équation 2, donc c'est x2 secondes, hein, je remplace petit x2 par grand x2, plus k sur m x2, c'est égal, donc k sur m, là je vais trop vite là. Voilà, ça c'est x2, de la même manière que ça c'était x2. C'est égal à k sur m x1, donc petit x1, donc c'est grand x1 plus L0, plus L0, sauf erreur. Et ça, on reconnaît x1.
Et ça, c'est x2 secondes. C'est marqué juste au-dessus. Et pareil, bon, je développe. Je distribue le K sur M dans la parenthèse. Donc là, ici, on va regrouper ces deux L0. Alors, x2 secondes plus donc K sur M x2. Donc ce terme-là, je le recopie. Plus 2K sur M L0 égale K sur M x1 plus 2K sur M L0. Et là, évidemment, ça se simplifie, comme vous pouvez s'y attendre. Et on a enlevé en fait tous les termes constants. Donc quand vous avez fait ça des dizaines de fois, et bien au bout d'un certain temps, surtout si la position d'équilibre ne vous intéresse pas, et bien les termes constants, vous les mettez dans un coin de l'équation, puis à la fin vous dites oh, tout ça c'est égal à 0, et vous pouvez les faire disparaître comme ça. Mais bon, pour l'instant on fait les choses proprement, mais quand on a vraiment l'habitude de tout ça, on accélère un petit peu quoi. Voilà. La mise en équation, donc je vérifie que j'ai bien répondu à la question. Donc ça c'est fait, voilà, la question 3 c'est bon. Question 4, on cherche maintenant des solutions. Alors on vous propose des candidats. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est prendre ce candidat. Non, c'était en bleu. Donc le deuxième candidat pour x2 c'est là. Et le premier candidat c'est là. Et on commence par celui en bleu. Je dérive voilà. Donc x1 point. Ah, vous voyez, mon 1 il ressemble à un 2. Hop. C'est ce que je vous disais. Voilà. Quand je dérive, il y a un oméga qui sort, le cosinus devient moins sinus, donc ça fait moins xm 1 oméga sinus oméga t plus phi 1. Je dérive une seconde fois. Le sinus devient plus cosinus, il y a de nouveau oméga qui sort, donc ça fait moins xm 1 oméga carré cosinus oméga t plus phi 1. Je fais la même chose pour x2. Alors x2 point, ça fait moins xm2 oméga. Attendez, je vérifie juste un truc. Oui, tout va bien. Ça fait sinus oméga t plus phi 2. Et je dérive encore une fois. Donc bon, en fait, c'est les mêmes calculs, hein, sauf que c'est avec un indice 2 au lieu d'un indice 1. Voilà, donc c'est le temps de l'écrire. Maintenant, je réinjecte dans l'équation différentielle, enfin, dans les deux équations différentielles. On réinjecte. Donc, je mets un petit peu de texte, quand même. Donc, dans une copie, c'est bien de pas qu'il n'y ait pas que des calculs dans votre copie. Hein, donc, c'est pas compliqué. Quand vous avez fini une question, regardez votre copie, jetez un œil. S'il n'y a que des calculs, pensez quand même au lecteur. Hein, ou correcteur qui va regarder votre copie, de temps en temps mettez un peu de texte quoi. Là je le fais pas trop parce que il y a le son, mais dans une copie, lorsque le correcteur corrige votre copie, il faut des indications sur ce que vous êtes en train de faire. Alors quand je réinjecte, ça donne quoi? Ça fait moins xm 1 oméga carré cosinus oméga t plus phi 1 plus 2k sur m. Donc tout ceci, on est d'accord que c'est x1 seconde. Maintenant je mets x1, donc x m1 cosinus
oméga t plus phi 1. Donc là on reconnaît x1, grand x1, pardon. C'est égal à k sur m, x2, donc c'est x m2 cosinus oméga t plus phi 2. Et là on reconnaît x2. Je prends la deuxième équation. Donc ça fait moins x m2 oméga carré cosinus oméga t plus phi 2 plus k sur m x m2 cosinus. En fait ça prend un petit peu de temps à écrire tout ça. Il n'y a rien de compliqué, je remplace. J'essaie de ne pas faire d'erreur de recopie. Je fais attention que l'indice 1 ne ressemble pas à l'indice 2. Ça veut dire que écrivez pas trop vite, vous précipitez pas trop. Donc ça, on reconnaît. Oups, voilà. Alors, ça c'est x2 secondes. Ça c'est x2. Et ça c'est x1. Alors, maintenant on regarde ces équations là. Ces deux équations que j'ai écrites là. Elles doivent être vérifiées à n'importe quel instant. Donc si vous regardez, les phases phi1 et phi2 doivent être égales à 2 pi près. Doivent être égales à 2 pi près. Sinon, vous n'arriverez jamais à corriger, à simplifier le cosinus. Et donc ça ne peut pas être correct. Vous avez du cosinus oméga t plus phi 1. Vous avez du cosinus oméga t plus phi 2. Donc c'est deux sinusoïdales, donc qui est comme ça. L'autre, c'est exactement la même fréquence, mais décalée à cause d'éventuellement phi 1 qui serait différent de phi 2. Donc ça ferait, par exemple, avec phi 2, on a la courbe jaune, avec phi 1, on a la courbe verte. Voilà, si phi 1 est différent de phi 2 à 2 pi près, cette égalité, elle ne peut pas être vérifiée. Elle pourrait être vérifiée en fait qu'aux instants, ce que je dessine là, je vais l'enlever là. Mais ça pourrait être vérifié qu'à ces instants-là. Vous voyez là où les deux courbes sont égales. Et c'est clairement, ça va pas ça. On ne peut pas avoir une équation qui est vraie de temps en temps. Elle doit être vraie tout le temps. Ça veut dire que phi 1 et phi 2 sont forcément égales à 2 pi près. Première, donc phi 1, ça doit être égal à phi 2 modulo 2 pi. Une fois que j'ai dit ça, tout va bien. Je peux simplifier tous les cosinus. Voilà, on peut alors simplifier tous les cosinus. On peut alors simplifier, donc le temps d'écrire, tous les termes en cosinus. Voilà. Là, au niveau de la simplification, là j'ai juste barré. Quand vous faites ça, il faut quand même prendre le temps. Bon, là, c'est assez facile. C'est de bien regarder que chaque terme apparaissant dans votre équation, qui sont séparés par des plus, des moins ou un signe égal, que le cosinus est bien un facteur de chacun de ces termes. Et on voit en particulier que, heureusement qu'on s'est débarrassé du terme constant. Parce que s'il y avait eu un terme constant qui dans l'équation, imaginez là 1 plus tout ça, j'aurais pas pu simplifier le cosinus. Parce que le terme constant aurait joué les troubles faits, ça m'aurait vraiment embêté. Et c'était l'objet de la question qui était juste au-dessus, la page précédente, là, de se débarrasser de ces termes constants. Donc voilà, et puis j'arrive, normalement, j'ai le résultat.
Bon, là je vais l'écrire en noir. Donc ça fait moins xm1, plutôt non, xm1, parenthèse, ça fait 2k sur m, moins oméga carré. Alors je crois que le k sur m, on note oméga 0 carré. Oui, c'était marqué un peu plus haut dans l'énoncé. Donc je vais tout de suite mettre sous la bonne forme. Donc ça fait 2 oméga 0 carré. Ça c'est égal à k sur m, hein, ce terme-là. Voilà. Donc je continue. Plus xm2. Et xm2, il n'y a que oméga 0 carré en facteur. Ça fait 0. La deuxième... non, je fais des bêtises là. Oui, non, j'avais regardé la mauvaise équation. C'est ici, donc il y a un signe moins. Il ne faut pas se précipiter. Deuxième équation, xm1. Alors xm1, ça va me donner une contribution, c'est moins oméga carré. Au moins oméga 0 carré. Plus xm2. Alors le terme, ça fait oméga 0 carré. Moins oméga carré égale à 0. On vérifie qu'il n'y a pas d'erreur. Ouais, très bien, ouais. C'est voilà, exactement ça qu'il fallait trouver. Donc tout va bien. Voilà. Donc non, j'ai répondu. Donc je vérifie quand même que j'ai répondu à la question. Montrer qu'on obtient le système d'équation. Ou là, excusez-moi, où oméga 0 est une grandeur qu'on explicitera. Bon. Donc j'ai un petit peu... J'ai dit que c'était marqué quelque part dans l'énoncé, en fait. C'était à vous de le faire. Bon, évidemment, on a ça. Enfin, évidemment. Dans cet exercice-là, on écrit ça. C'est ce qu'on écrit habituellement. Question 5, on fait la résolution. Hein, donc on a ce système-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais isoler xm2 et je vais le réinjecter dans xm1. Dans la deuxième équation, pardon. Donc je prends ce terme-là et je vais le réinjecter dans la deuxième équation. Donc ça, je symbolise comme ça. Je vais la réinjecter dans la deuxième équation. Et quand je vais faire ça, ce que je vais constater, c'est que tous les xm1 se simplifient. Alors ce que vous avez le droit aussi de faire, c'est d'isoler xm1 et de le réinjecter dans l'équation du dessus. Ça marche aussi. Hein. On pourrait le faire comme ça. Je prends xm1 et ensuite, hop, le xm1, on le réinjecte dans l'équation, dans la première équation. C'est ce que vous voulez. Hein. Une méthode ou l'autre. Je me rends compte que le xm1 ça va être un petit peu plus simple parce que quand je vais passer ce terme là, il y aura un signe plus. Bon. Ça c'est vraiment un détail. Alors xm1 c'est égal à xm2. Alors finalement je fais la deuxième solution, oméga 0 carré moins oméga carré, oméga 0 carré moins oméga carré sur oméga 0 carré. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ouais, c'est ça. Et je réinjecte dans la première équation. On réinjecte dans la première équation. Donc, de oméga carré, c'est parti. Donc, c'est xm2 moins oméga carré sur oméga 0 carré. Ça fait 2 oméga 0 carré moins oméga carré plus xm2 .
oméga 0 carré égale à 0. Voilà. Non, c'était un moins, pas de bol. C'était un signe moins. Je vérifie juste que je ne me suis pas trompé. Voilà. N'hésitez pas à vérifier de temps en temps vos calculs, même ceux que vous n'êtes pas en train de faire. Hein, faut que vous partiez à la chasse aux erreurs de calcul en permanence. Donc je vais multiplier toute l'équation par oméga 0 carré. Donc là maintenant c'est que du calcul. Ça me permet d'éliminer les fractions de fractions. Quand je fais ça, donc ça donne xm2. Lorsque je multiplie tout ce terme, hein, là vous voyez, vous avez un signe multiplié ici. Là vous avez un signe multiplié. Lorsque je multiplie par oméga 0 carré, dans tout ce terme-là, en fait, c'est celui-là qui disparaît. Donc ça me donne oméga 0 carré, moins oméga carré, 2 oméga 0 carré, moins oméga carré, moins xm 2 oméga 0 puissance 4 égale à 0. Maintenant je distribue, enfin je développe pardon cette parenthèse-là. Ça me donne, et ce que je remarque, ouais, ça, je vais le faire tout de suite, c'est que le xm2, je peux le simplifier. J'aurais pu le faire au-dessus. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez une somme de deux termes, et chacun de ces termes est multiplié par xm2, donc je divise le... J'aurais pu l'écrire comme ça. Hein. Je fais x1 sur xm2. Donc j'arrive... Je vérifie juste une chose. D'accord. Tout va bien. Alors, c'est parti. Voilà. On fait ça avec un petit peu d'enthousiasme parce que les calculs, c'est pas forcément la partie. Quand on calcule, finalement, c'est pas. On sait qu'on va y arriver, quoi. Vous y allez doucement et normalement, vous arrivez au résultat sans encombre. Donc finalement, c'est pas si désagréable que ça, les calculs. Ça fait 3 oméga 0 carré, oméga carré. Alors, effectivement, là il y a moins 2, moins 1 qui sort, ouais, je pense pas avoir fait d'erreur. Plus oméga 0, oméga puissance 4. Moins oméga 0 puissance 4. Donc j'arrive au résultat, qui est ici. Donc le oméga puissance 4, je vais l'écrire comme ça. Oméga carré au carré. Le oméga carré, je vais le laisser comme ça. Donc ce terme-là, il est là. Plus oméga carré. Donc tous les termes en oméga carré, il y a moins 3 oméga 0 carré qui sort. Et en termes oméga puissant, j'ai fait une erreur de recopie là. C'est oméga 0 puissance 4. Il y a un terme en oméga 0 puissance 4 qui sort ici. Donc, sauf erreur. Donc je vérifie que je n'ai pas fait d'erreur. Ouais, non, c'est bon. Donc ce terme-là, c'est C. Ce terme-là, pardon, c'est C. Celui d'à côté, c'était B. Et A, ça vaut 1. Donc on peut encadrer le résultat. Voilà. Donc maintenant on va... Est-ce qu'on vous demande comparer ces solutions? On va résoudre cette équation-là, après tout. C'est pas très compliqué. Donc le discriminant, donc c'est une équation du type ax carré plus bx plus c. Donc j'écris le discriminant. Donc le discriminant c'est ça au carré, donc c'est moins 3 oméga 0 carré au carré, moins 4 AC, donc ça fait moins 4. Donc oméga 0 puissance 4. Et quand vous développez, donc le moins 3 au carré ça fait 9, moins 4, donc ça fait 5. Oméga 0 puissance 4.
Donc ça c'est bien positif. Et j'écris donc les deux solutions. Donc les solutions c'est 1, 2. Donc en rouge ce sera la première solution, en noir ce sera la deuxième solution. Donc c'est moins b plus ou moins racine de delta sur 2a. Comme a vaut 1, ça fait en fait un 1,5 qui sort. Moins b, donc ça fait 3 oméga 0 carré. Racine de delta, donc je vais mettre plus ou moins. Racine de delta, donc ça fait 5. Le oméga 0 puissance 4, je vais détailler un petit peu. Je peux le sortir de la racine et ça va donner oméga 0 carré. Donc je développe un petit peu. Donc ça fait 1,5 et de 3 oméga 0 carré. Donc là c'est encore une phase calculatoire. Hein. Racine de 5. On met la partie en rouge. Et ce que je remarque, c'est que le oméga 0 carré, je peux le sortir de la parenthèse, hein, je peux le mettre en facteur. Et donc, on a oméga... Hop, ça, oméga 2 au carré, c'est égal à oméga 0 carré, facteur de 3, et là c'est plus ou moins. Donc vous avez les deux solutions. Voilà, je vais les écrire complètement. Donc on a oméga 1 qui vaut oméga 0. Donc là cette fois-ci je prends la racine et je ne garde que... Quand je prends la racine, normalement j'ai un plus ou moins qui apparaît. Mais comme je ne considère que des pulsations positives, hein, ou des fréquences positives, voilà, je ne garde que la solution positive. Donc ça fait racine de 3 plus racine de 5. Vous voyez, il y a une racine dans la racine. Sur 2. Et oméga 1. Ça fait oméga 0. Donc la même expression en fait. Avec un moins. 3 moins racine de 5. Sur 2. Et ça fait... alors, et ça, il faut quand même relier à un truc qu'on peut appréhender un petit peu plus facilement, c'est la fréquence. On a ceci. Ça c'est F1 et l'autre c'était F2. C'est petite, faire attention aux notations. Voilà. On a vu dans le cours cette relation là. C'est la période, c'est 2pi sur oméga 0. D'accord. Et donc, oméga 0, c'est 2pi sur t. Je note comme ça. Et 1 sur t, ben, c'est la fréquence. C'est ce que je viens d'écrire. Hein. Oméga, c'est 2pi, il faut la fréquence. Donc la pulsation, en fait, c'est un facteur de pi près la fréquence. Et la fréquence, bah, ça c'est un truc que vous connaissez. La fréquence de quelque chose, c'est le nombre de battements par seconde. Donc ça, on a le résultat. Alors je vais juste faire une petite présentation de tout le calcul que j'ai fait. On aurait pu le faire un petit peu plus rapidement en utilisant les facilités qu'on a avec avec ce que vous avez dans Python, le module NumPy. Il y a un module en fait qui peut faire les calculs à votre place. Et pour des systèmes bien plus compliqués que ça. Donc là la vidéo elle est finie, hein, en fait j'ai répondu à toutes les questions, donc je fais juste un petit complément. Donc si ça vous intéresse, vous continuez à regarder, sinon bah, considérez que c'est bon, j'ai fini. Voilà, donc je vais continuer la présentation de comment on aurait pu faire en utilisant
le module ouais, le module NumPy, vous pouvez faire de l'algèbre linéaire et des manipulations sur les matrices. Donc je reprends mon point de départ, il est là. Donc je vais recopier cette équation. Voilà, je vais recopier le système d'équations. Alors je vais le mettre sous une forme matricielle. Donc si ça vous dit rien les matrices, donc soit vous arrêtez là, ce que je comprendrais tout à fait, soit vous écoutez les petites explications que je donne. Donc c'est pas un cours hein, sur les matrices, mais je donne juste des petites indications pour que vous puissiez, enfin suffisamment pour que vous puissiez comprendre. Et ça donne le vecteur nul. Donc c'est une façon, les systèmes linéaires, c'est bien d'écrire sous forme matricielle, parce qu'on ne serait-ce que parce que je vais pouvoir utiliser des outils qui ont été programmés par d'autres. Hein, les méthodes d'algèbre linéaire sont connues depuis longtemps. Il y a plein de routines dans plein de langages de programmation. Il n'y a pas que en Python. Hein. On pourrait utiliser n'importe quel langage de programmation, hein, on peut le faire. On peut même utiliser du calcul formel, hein, vous avez des logiciels qui font ça. Donc c'est comme le calcul formel, c'est ce que je suis en train de faire là. C'est exactement la même chose. Ça manipule des grandeurs et ça fait des calculs à votre place. Donc. Mais il faut le mettre sous une forme qui est sympathique pour la machine. Donc ce que je vais faire, c'est... Voilà, ici c'est une matrice de 2, donc là voilà, je vous montre les cases. Ce terme-là, je dois copier ici. Ce terme-là, ici. Donc il ne faut pas oublier le moins. Ensuite, il y a moins oméga 0 carré ici. Et ici, oméga 0 carré, moins oméga carré. Alors je vais faire... Ah non, j'aurais pas dû... C'est pas faux ce que j'ai écrit, mais en fait, c'est pas la bonne façon de faire. Je vais faire une petite transformation. Alors je pourrais faire la transformation directement sur les matrices, mais je pense que vous n'aimeriez pas. Je risquerais de vous perdre. Je écris le système d'équation. Donc c'est... je mets un 2. Moins xm2 égale xm1. Et ici, je mets oméga carré sur oméga 0 carré. Donc ce que j'ai fait là, c'est que j'ai commencé par diviser cette équation par oméga 0 carré. Deuxième chose, j'ai distribué le xm1 dans la parenthèse. Et le terme en oméga carré, je l'ai passé de l'autre côté. Ça donne ça. Et ici, un fois, je prends la deuxième équation. Je fais la même chose, xm1. Et du coup, je me retrouve avec moins 1 plus xm2, c'est égal à oméga carré sur oméga 0 carré fois xm2. Voilà, et maintenant, je le passe sous forme matricielle. Donc, je mets ma matrice. Et après, je vous ai quelques explications sur comment ça marche les matrices. Donc ici, ça fait oméga carré sur oméga 0 carré. xm1, xm2. Donc c'est un vecteur à deux coordonnées. xm1, xm2. Donc là, c'est juste, je fais de la mise en forme pour mettre ça dans la machine. Parce que le programme qui va faire les calculs à ma place, il faut quand même lui donner les résultats sous une forme qu'il peut comprendre. Donc ça sert juste à ça, ce que je suis en train de faire. La façon dont fonctionnent les matrices. Le truc, c'est que je prends ce vecteur. Alors là, on va dire c'est la méthode du physicien. Donc c'est Monsieur Collin hein, qui
qui fera le cours sur les matrices. Donc c'est lui qu'il faut écouter. Hein, moi je vous explique à ma manière, vite fait, comment moi je procède, mais c'est bon, c'est quand même lui qui a le dernier mot pour ces trucs-là. Voilà. Ça peut m'arriver que je dise des bêtises. Donc je mets XM1, XM2, je le passe dans la matrice. Hein, donc c'est comme si je prenais la matrice et vous voyez le vecteur ici et la matrice comme une sorte de machine et je passe le vecteur dedans. Donc quand le vecteur d'une certaine façon tombe dans la matrice, il se retrouve ici. Donc le XM1 il se retrouve à côté du 2, le XM2 à côté du moins 1. Et ce que je fais, je fais la 2 fois XM1 moins 1 fois XM2, ça donne oméga carré sur oméga 0 carré XM1. Hein, le vecteur là, je l'ai multiplié par un réel. Et puis ça continue. Hein, lorsque le XM1, XM2 il est à ce niveau-là, ça fait moins XM1 plus XM2 égale oméga carré sur oméga 0 carré, la deuxième coordonnée XM2. En fait, ce n'est rien d'autre que le système d'équations qui est dessus. Donc c'est juste on va dire des notations, mais au moins ça, la machine, elle va comprendre. Donc je vais passer, je vais programmer le truc, et à partir de maintenant, c'est la machine qui va faire les calculs. Je vous donne pas trop d'explications